Bonjour! Aujourd'hui, nous commençons une série de cours sur la contention des carnivores domestiques. Premier de ces cours, les moyens de la contention. Non, la contention n'est pas nécessairement un acte barbare. En tant que professionnel, vous devez apprendre à manipuler plus ou moins facilement les animaux domestiques que votre activité vous donne à rencontrer. Il faut pouvoir les déplacer, les soigner, les entretenir, les toiletter. Ceci vaut donc autant pour l'éducateur que l'éleveur ou le toiletteur. Essayons d'apporter ici quelques réponses pratiques aux questions que vous devez vous poser à ce sujet. Et vous faisant part des conclusions de longues années d'expérience, vous évitez les désagréments que l'acquisition de cette expérience eût coûté, avec son lot de griffures et morsures, plus ou moins spectaculaires, plus ou moins graves. Si vous êtes éleveur, le plus souvent, vous agissez auprès d'animaux de votre élevage, et mieux encore d'animaux que vous avez élevés. Cela ne devrait pas poser de problème. Cependant, vous devez avoir conscience que si ces derniers ne se laissent pas parfaitement manipuler par vous, cela a toutes les chances d'être bien pire pour les futurs propriétaires. En clair, la socialisation est incomplète et vous avez manqué à une partie au moins de votre mission d'éleveur. Maintenant, en tant que praticien, vous ne devriez pas vous contenter de savoir manipuler seulement les animaux en principe faciles de votre élevage. Vous devez devenir capable de vous sortir de toutes les situations, y compris avec les animaux plus difficiles. Cela pourrait être le cas pour un animal qui vous serait confié en pension, par exemple. Pour l'éducateur ou le toiletteur, les choses sont toujours plus compliquées, au moins lors des premiers contacts. Certains chiens et de nombreux chats peuvent être d'une première approche délicate et nécessiter autant de prudence que de savoir-faire. Une approche de qualité vous méritera la confiance du propriétaire de l'animal, mais surtout, elle peut rendre plus facile l'acceptation par l'animal lui-même de ce que vous souhaitez lui faire supporter. L'abord de l'animal a donc une importance majeure. La contention de l'animal vise à prendre soin de son bien-être. Or, l'acte de contention est souvent perçu comme en opposition avec ce concept. On se dit que si l'on contient un animal, c'est qu'on le contraint. C'est vrai, mais dans une certaine mesure, cette contrainte peut se faire plus ou moins facilement accepter. Par exemple, un bon toiletteur ou encore un bon éducateur parviennent à contrôler leurs animaux en obtenant une part plus ou moins importante de collaboration de ces derniers. Un premier point très important est de se rendre compte de l'importance de la main de l'homme dans ce contact. En réalité, presque tous les chiens et la plupart des chats aiment plus ou moins le contact physique. Mais un tel contact entre congénères est forcément limité. Le plaisir que la main de l'homme peut apporter par des massages sur la peau est sans commune mesure avec la satisfaction procurée par des contacts physiques intraspécifiques, contacts entre individus de la même espèce, en opposition avec les contacts interspécifiques, contacts entre individus d'espèces différentes. Cela est si vrai que l'animal finit par apprécier les situations a priori inconfortables. Par exemple, quand on donne un bain et que l'on procède ensuite au séchage, a priori les chiens et surtout les chats n'aiment pas les bains et sont plus ou moins récalcitrants à supporter l'air produit, séchoir, aspirateur à eau, pulseur, nécessaire lors du séchage. Pourtant, un manipulateur habile arrivera presque toujours à établir un contact et obtenir une forme de collaboration avec son partenaire. Vu de l'extérieur, c'est tout juste si l'animal ne semble pas participer, plaçant sa tête ou ses membres comme il est attendu, et ceci peut se réussir aussi bien avec les chiens qu'avec les chats. Cependant, pour qu'une telle connivence réciproque finisse par s'installer, il faut commencer par avoir évité les moyens de coercition qui vont la rendre impossible. Quand on voit par exemple dans un salon de toilettage un pauvre animal retenu par des chaînes et colliers quand il est au bain ou au séchage, nous n'avons pas de peine à deviner qu'une entente cordiale avec le toiletteur aura bien peu de chances de se créer. Naturellement, nous ne disons pas qu'il ne faut pas attacher les animaux agressifs ou ceux qui auraient tendance à prendre la fuite. Mais, à chaque fois qu'on peut l'éviter, il faut éviter les contraintes mécaniques que l'on réserve, parce qu'il n'y a alors aucun moyen de procéder autrement, au temps de la tonte ou de la coupe. L'appréhension d'une situation inconnue est toujours anxiogène pour l'animal. Par exemple pour le chat ou le chien qui arrive pour un toilettage ou des soins, ou pour le chien qui découvre une nouvelle personne qui prétend s'imposer à lui,
comme c'est le cas lorsqu'il rencontre un éducateur pour la première fois ou qu'on le conduit dans une pension. Il perd ses repères. Il n'a plus autour de lui que des étrangers auxquels il n'a aucune raison d'apporter la moindre confiance. Mais paradoxalement, cette situation anxiogène peut faciliter l'action du praticien habile. Parce qu'il a peur, l'animal aura tendance à vouloir se rapprocher de tout ce qui peut le rassurer. Le moindre geste d'apaisement, adapté à son éthologie, produit un effet démultiplicateur qui fonctionnerait moins bien dans une autre situation. Essayons d'illustrer ce propos par un exemple fort simple. Si vous êtes dans une foule qui parle la même langue que vous, il y a de fortes chances que vous ne prêtiez aucune attention aux propos que vous pouvez surprendre ici ou là. Mais supposons maintenant qu'à l'occasion d'un voyage dans un pays étranger, vous vous trouviez toujours au milieu d'une foule, mais cette fois, dont personne, absolument personne, ne parle votre langue. C'est une situation, vous le devinez, qui peut rapidement devenir très anxiogène, notamment si vous avez par exemple à demander votre route. Maintenant, faites l'effort d'imagination suivant. Soudain, vous surprenez les propos d'une personne qui parle la même langue que vous. Il est presque certain que cette personne va exercer sur vous une forte attirance, que vous allez souhaiter vous rapprocher d'elle, et que pour peu que celle-ci accepte d'entrer en contact avec vous, vous ne manifestiez une forte tendance à lui donner votre confiance. C'est exactement ce qui peut se passer avec un animal placé dans une situation où tout lui paraît étranger et par conséquent plus ou moins menaçant. Maintenant, comprenez que dans cet univers hostile, il détecte une personne qui parle sa langue. La probabilité pour que la confiance s'installe immédiatement est très grande. Parler la langue de l'animal, c'est avoir les gestes justes, des gestes que ce dernier est en mesure d'accepter ou de comprendre, parce qu'ils ont ce qu'il faut en rapport avec son éthologie. Quel geste? Nous allons y revenir. Répétons-le, dans la très grande majorité des cas, les moyens de contention sévères ne sont pas nécessaires pour aborder et manipuler l'animal. On n'y aura recours que pour les sujets dont l'abord s'est révélé difficile. Calme, patience et la prise en compte des particularités comportementales de l'animal permettent bien souvent un abord sans difficulté. Les moyens de contention. Maintenant, il peut très bien se faire que les moyens simples, que je décrirai par le détail dans de prochains chapitres, échouent et ne produisent aucun résultat. Soit par manque d'expérience, soit parce que l'animal est réellement difficile, le contact ne s'établit pas. Que faire dans ce cas? À mon avis, cela dépend des situations. Par exemple, un toiletteur raisonnable renoncera tout simplement au toilettage d'un tel animal. Les risques d'accident et de blessures sont trop grands pour les deux partenaires et ne méritent pas les bénéfices que l'on pourrait en attendre. Pour être plus précis, ce que l'on vous payera pour le toilettage ne compensera jamais ce que vous risquez d'avoir à payer à votre médecin ou encore au vétérinaire en cas d'incident pour l'animal. Je ne serais pas loin de penser qu'il en est de même dans le cas d'un éducateur ou d'un pensionneur. Il ne faut pas confondre éducation et domptage. Mais certaines interventions peuvent malgré tout s'avérer nécessaires. C'est le cas de la capture des animaux errants ou de la nécessité de certains soins. On peut alors penser faire appel à d'autres techniques plus sophistiquées. Les phéromones. Les chiens et les chats émettent nombre de sécrétions de type phéromonal. Les phéromones ne sont pas de simples odeurs. Ces messages peuvent avoir des caractéristiques olfactives particulières, mais ils n'agissent pas seulement en qualité de stimulus olfactif. Leur perception implique la stimulation de l'organe de Jacobson, ou organe voméronasal, à la suite du comportement dit de Flehmen, relèvement de la lèvre supérieure, gueule entr'ouverte, complété par des mouvements de langue chez le chat. Les phéromones d'identification ou de familiarisation sont F3 pour les objets et F4 pour les congénères. Elles jouent un rôle dans l'orientation dans l'espace en balisant les voies de passage. Elles induisent un état d'apaisement émotionnel et autorisent l'établissement interindividuel. Ainsi, leur utilisation lors du transport ou l'abord d'un animal peut être intéressante. Les applications de fraction F4 dans le traitement des conflits entre chats appartenant à un même propriétaire, ou encore pour obtenir la socialisation avec le chien ou l'homme, ont été mises en évidence. De telles substances sont désormais disponibles dans les magasins spécialisés. Leur utilité pour les chiens ne me paraît pas démontrée.
Pour les chats, de nombreux auteurs attestent des résultats plus ou moins intéressants. Mais je confesse n'avoir jamais eu envie d'utiliser de tels artifices, et donc mon inexpérience pratique en la matière. Muselière. Pour le chien, le doute n'est pas permis. Un chien qui risque de mordre doit être muselé. Outre la sécurité ainsi apportée à l'opérateur, l'expérience montre qu'un chien muselé a très rapidement conscience de l'être et perd une bonne part de son agressivité. Mais attention, il ne faut pas confondre le fait de museler pour une intervention courte, une dizaine de minutes, avec des interventions plus longues, par exemple une séance de toilettage. Dans ce dernier cas, aucune entrave ne doit être apportée à la capacité de respirer de l'animal, et la solution du lien vétérinaire qui contraint la gueule à rester fermée est à proscrire absolument. Pour cette raison, j'ai une préférence pour les muselières dites à panier. En toilettage, je ne leur vois que des avantages. D'un prix raisonnable, elles résistent longtemps aux agressions par l'eau et sont sans doute les moins gênantes pour la respiration. Je n'ai pas d'opposition a priori contre les autres muselières du commerce, à condition toutefois que celles-ci, je le répète, limitent le moins possible la capacité respiratoire de l'animal. Avec une réserve cependant, je considère les muselières en tissu comme inappropriées à un exercice professionnel, car elles sont trop délicates et dangereuses à poser sur un animal réellement mordeur. C'est d'ailleurs une autre caractéristique nécessaire de la muselière que vous choisirez, sa facilité de pose. Certains petits chiens à museau court se révèlent particulièrement difficiles à museler. C'est le cas par exemple des Pékinois. Mais même si certains sujets peuvent faire preuve d'une agressivité surprenante, la sélection antinaturelle qui a tant raccourci les mâchoires a pour conséquence d'en avoir également considérablement réduit l'efficacité. Ce résultat, conjugué avec la petite taille de l'animal, conduit à penser qu'ici la muselière n'est pas réellement nécessaire. D'autres morphologies rendent encore le port de la muselière quasi impossible. Ce sera le cas par exemple de nombreux chochos. Dans ce cas, un lien posé de manière provisoire le temps de faire connaissance peut se révéler une solution transitoire. Les muselières difficiles nous conduisent tout naturellement à évoquer les chats. Il existe des muselières pour chats, mais personnellement, je répugne à les utiliser pour un usage long, comme une action de toilettage par exemple, car elles limitent la possibilité de surveiller en permanence l'état physique de l'animal, ce qui peut se révéler catastrophique dans certains cas, comme je l'expliquerai en détail plus loin. Par ailleurs, les fabricants ont un argument imparable. Le fait de ne plus voir clair exercerait un effet calmant sur l'animal. S'il est exact que l'obscurité calme plus ou moins dans certaines circonstances, je crains qu'ici l'argument ne soit surtout commercial. Les gants. Certains auteurs préconisent l'usage de gants, notamment pour les chats. J'y suis totalement opposé. De deux choses l'une, en effet. Ou les gants sont constitués d'une matière en réalité peu épaisse et peu résistante, et cette matière sera traversée sans la moindre difficulté par les dents très fines de nos amis matous. Quant à choisir une matière que les dents ne traverseraient pas, elle aurait pour conséquence des gants qui ne nous permettraient plus aucun travail. Enfin, même des gants en matière légère limiteraient grandement la qualité du contact physique avec l'animal, et par voie de conséquence la chance d'une relation pacifiée. À mon humble avis, un chat se toilette à main nue, ou ne se toilette pas. Un point c'est tout. Cage, sac de contention. De tels appareillages existent, mais quelle serait leur utilité dans le cadre des activités étudiées dans le présent chapitre? Je n'y insiste donc pas. Le lasso de capture. Le lasso de capture permet de placer l'équivalent d'un collier autour du cou de l'animal sans avoir à trop s'approcher de lui. Autant dire que c'est un appareil dont l'utilité n'est pas quotidienne. Pour autant, on ne peut que recommander aux professionnels de disposer d'un tel équipement. Il peut se révéler en effet utile chaque fois qu'un animal a trouvé refuge dans un endroit où il est bien difficile et donc dangereux de l'atteindre. Cela peut se produire aussi bien dans un salon de toilettage que dans une pension ou encore chez des voisins. Pour ma part, il m'est arrivé plusieurs fois dans le centre commercial où se situait notre salon qu'on fasse appel à nous pour récupérer des animaux paniqués,
un bruit violent comme l'explosion de ballons ou autre pétard, réfugié dans les recoins les plus inattendus. Récupération toujours réussie en moins de quelques instants et qui ajoutait, on s'en doute, à notre réputation. En général, un chien, une fois tenu par le cou, ne présente pratiquement pas de résistance et suit au contraire assez volontiers le porteur du lasso. Et s'il lui prenait la fantaisie de tenter une attaque, la partie rigide de l'appareil le lui interdirait. Mais personnellement, c'est une situation que je n'ai jamais rencontrée. Merci de votre attention. Dans un prochain entretien, nous rentrerons dans les détails de la contention du chat. À bientôt!